Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Et alors on pensait faire un petit épisode, comment on peut appeler ça, feedback ou retour sur la nuit sceptique et les rencontres de l'esprit critique 2021, parce que je suis allé aux deux. Voilà, alors parce que les auditeurs ont peut-être remarqué qu'on n'a pas posté grand-chose en août-septembre, mais c'est pas parce qu'on était inactifs, on a fait plein de trucs en fait. Ouais. Mais on n'a pas eu le temps de faire des... Ouais, avec tout ça, on n'a pas eu le temps de faire des épisodes du podcast. Alors la nuit sceptique, c'était organisé par la Tronche en Biais à Nancy. Ouais, donc évidemment, manque de bol, les deux événements étaient à une semaine d'intervalle. Ce qui était la faute de personne, hein, mais les deux événements avaient été organisés séparément. Évidemment, la Tronche en Biais voulait faire ça le 11 septembre, puisque le premier panel c'était sur le 11 septembre pour la symbolique de la date. Et le REC, donc les rencontres de l'esprit critique, on va dire REC, hein, c'est plus facile. Le REC 2021, ils ont loué un grand auditorium comme ça, je ne sais pas comment on appelle ces salles, vraiment un très grand lieu. Évidemment, c'est un lieu, c'est dur d'avoir une date, donc en gros, il a pris la date qu'on lui proposait. Et d'ailleurs, il est déjà en train d'essayer de préparer le suivant, là, le 2022. Évidemment, et maintenant, il essaye d'avoir une date qui soit moins mauvaise que début septembre, parce qu'on lui a tous dit que début septembre, c'était un peu chaud. Déjà, tous les gens qui, dans la communauté sceptique, sont des profs, début septembre, c'est le pire. Pour moi, c'était vraiment... J'ai eu un mois de septembre assez dur. Et comme beaucoup de gens ont tendance quand même à être enseignants, quel que soit le niveau, le mois de septembre, c'est pas le bon moment pour proposer des trucs, quoi. Je sais pas, t'as un peu eu l'occasion de regarder la nuit sceptique. Alors le principe, pour ceux qui n'ont pas du tout regardé, évidemment toutes les vidéos sont sur la chaîne de la Tronche en Biais. Le principe, c'était de ne pas dormir pendant une nuit et de faire des panels de discussion. Moi, je suis passé à 9h30 du soir et puis l'autre fois à 5h du matin, donc j'étais dans le dernier panel. Ouais. D'ailleurs, pour le système de pas dormir, c'est pour ça que c'était dur ces 2 semaines, parce que dans les 2 fois, j'ai pas beaucoup dormi. Et comme j'ai plus 20 ans, faire des nuits blanches, c'est pas trop top. Surtout à une semaine d'intervalle. Quand je suis allé au REC, j'avais pas encore vraiment totalement récupéré de la nuit sceptique. Mais oui, c'était ça le principe, hein. Oui, donc moi je suis allé avec ma petite famille parce qu'évidemment pour revenir en voiture de Nancy, fallait mieux que quelqu'un d'autre conduise pour moi, parce qu'avec une nuit blanche, 5 heures de route, faut s'endormir au volant. Donc c'est mon épouse qui a conduit pour rentrer. Voilà, il y en a qui sont venus en train ou qui ont fait du covoiturage, mais Ouais, moi j'ai pas tout regardé la nuit sceptique, parce que certaines interventions qui m'intéressaient moins, mais j'ai regardé quand même plusieurs trucs. Je pense que les 2 interventions dans lesquelles toi t'as participé, il y en avait une sur le paranormal, c'était celle à 4h du matin, et puis il y en avait une autre qui était un peu plus générale, la première, hein. Je sais plus quel thème c'était d'ailleurs, la première intervention. La première, c'était vraiment la Tronche en Biais, le 11 septembre. Hein. Il y avait Jérôme Kiran, mais la première à laquelle toi t'as participé. Ah oui, la mienne. Ah oui, le thème. Oui, la mienne était effectivement super générale. C'était zététique et recherche. Ouais, voilà. Et j'ai regardé. Il y avait une partie zététique et militantisme aussi que j'ai regardé, qui était intéressante. Celle sur le 11 septembre, celle-là je l'ai pas regardée parce que c'est un sujet que je connaissais déjà pas mal. Et voilà. Mais voilà, donc j'ai regardé un peu certains trucs qui m'intéressaient en gros, quoi. Oui, moi, on m'avait proposé aussi de faire zététique et militantisme. J'ai dit non, en fait. C'est vrai que c'est un sujet dont j'en ai un peu marre maintenant. Donc, j'ai décidé de ne plus participer à ces discussions-là. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, donc voilà. Oui, sinon, je trouvais ça sympa, le système d'organisation. La Tronche en Biais, si j'ai bien compris, espère que d'autres personnes reprendraient la même formule tous les ans aussi, pour que ça soit c'est aussi un événement qui revienne. Là, par contre, ça pourrait être conservé en septembre, hein, si les rencontres de l'esprit critique sont pas en septembre. Mais c'est vrai que la formule est sympa. Maintenant, on est tellement fatigué que c'était assez marrant de...
Bon, alors, il y a plein de gens qui regardaient en direct, ce qui est génial. Hein. Même, je crois que de mémoire, je crois qu'on était 2000, il y avait 2000 personnes en direct en début de soirée. Et même à 4 h du matin, il y avait encore 1000 personnes qui regardaient en direct. Ouais, ça a été assez populaire, effectivement. Ouais, c'est cool, mais c'est vrai qu'après, on se dit, bah oui, les gens vont regarder en différé la vidéo où j'étais complètement explosé à 5 h du matin. J'en étais à ma 20e tasse de café pour essayer de rester éveillé. C'est ce que j'ai fait, moi, j'ai regardé en différé. Hein. Il y en avait un qui a réussi, je crois un invité a réussi à s'endormir vers les 11 h du soir et à se réveiller. Enfin, j'en ai vu un dormir et puis se réveiller pour son panel, mais moi, j'aurais pas pu. J'aurais été encore plus groggy. C'est vrai que tu essaies d'être cohérent quand tu parles à ces heures indues. Bah sinon, et puis, là, il faut dire que Thomas Durand, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, parce qu'il devait animer pratiquement tous les panels. Bon, il y en avait un ou deux où il pouvait faire un break, mais la fatigue qu'il devait avoir, c'était monstrueux. Ouais, tout à fait. Mais sinon, ce qui était bien, c'était vrai pour les deux événements, je pense. Je ne sais pas s'il y avait... je sais pas comment le présenter de manière politiquement correcte, mais quels que soient les événements, évidemment, tout le monde n'a pas été invité de manière indiscriminée. Hein. Mais je veux dire, dans les gens qui ont été invités, il y avait quand même parfois des tensions entre ces personnes, entre autres liées à Internet, et au fait qu'on s'engueule vite sur Twitter. Et le fait de pouvoir voir en physique les gens, ça permet de se rabobicher, comment on peut dire en français, rabibocher, ouais. Pour des trucs pas très graves, mais bon, il peut y avoir des tensions qui sont construites au fil des années. Donc c'est toujours bien en fait, ces événements sont pratiquement... Non, bien sûr, c'est bien pour le public, mais moi, j'y allais pratiquement plus pour rencontrer les autres créateurs de contenu, pour avoir l'occasion de discuter avec eux, pour trouver de potentiels invités. Enfin, maintenant, j'ai un certain nombre d'idées, évidemment, de gens avec qui j'ai discuté. C'était ma motivation première. Après, au REC, évidemment, la nuit zététique, il n'y avait pas de public. Mais au REC, c'est vrai que c'était... En fait, on ne savait pas trop s'attendre à quoi au REC. Et donc, j'ai accepté d'aller au REC avec la même motivation qu'à la nuit zététique, en me disant j'aurai l'occasion de discuter avec tous ceux qui seront là, tous les créateurs de contenu qui seront là. Mais après, évidemment, le REC, il y avait tellement... c'était un tel succès que... c'est vrai que c'était assez extraordinaire. Donc, on était dans un grand auditorium. Comme ça, il y avait plusieurs auditoires. Il y avait un amphithéâtre de 600 personnes et puis un petit amphithéâtre. Et je pense que il y avait... à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr exactement sur quoi se basent ces chiffres, mais... ils pensent qu'il y avait environ 800 personnes qui sont venues. Hein. Mais maintenant, l'auditorium de 600 places, il était plein. Hein, donc, pour tous les trucs. Si tu arrivais en retard au début d'un panel, dans l'auditorium de 600 places, tu devais rester debout au fond. Donc, ça donne une idée. Moi, en fait, quand il met 800, je me demande si ce n'est pas un peu conservateur. Je ne sais pas exactement. Parce que je crois qu'il y avait 1500 personnes qui avaient acheté un ticket. Alors, il dit peut-être 1800. Il peut-être dit 800 pour donner un chiffre même un peu conservateur. Mais c'est énorme quand même. Mais c'est énorme, hein, ouais. Parce que donc après à côté du grand auditoire, il y avait le petit auditoire pour les trucs plus familiaux entre guillemets, et puis encore dans le hall. Ouais, j'ai jamais vécu ça. Et c'est vrai que c'était impressionnant parce que quand j'essayais de traverser le hall. On rigolait entre intervenants en disant pour nous traverser le hall d'entrée c'est un challenge parce qu'on se faisait arrêter sans arrêt. Même moi qui étais probablement un des moins célèbres dans le tas, si je me mettais, il y avait des bancs à ça, 5 minutes sur un banc, quelqu'un venait me parler directement. Et alors si c'était la tronche en biais ou Clément Frise, lui je crois qu'il arrivait plus à traverser la salle. Hein. Même Serge Brett Morel m'a dit qu'à un moment, il a été on disait on va faire un band full parce qu'il y avait une salle pour les créateurs de contenu. Hein, et alors on sortait, on pouvait aller s'y reposer dans ce... Et il me disait qu'il a eu 45 minutes pour traverser le hall. Donc, alors que je ne pense pas que Serge Brett Morel est la personne la plus célèbre dans ceux qui étaient invités. Donc, c'était vraiment impressionnant. Il y avait... En gros, de tous les événements sceptiques qu'on a fait, c'était même... Quand j'avais été en Allemagne là, pour le truc de l'Exo, il n'y avait pas autant de monde. Hein. Il y avait qu'une salle avec peut-être 200 personnes dedans, grand max. Et pourtant, dans les invités, il y avait James Randi, Rebecca Watson, Chris French.
Le dernier congrès de l'Exo, il y avait, à mon avis, il devait y avoir genre 120 personnes, quoi. Ouais, c'est encore moins. C'est étonnant, hein, parce qu'effectivement, il y avait aussi des gens assez connus. Mais je pense que la grosse différence, c'est la langue. L'Exo, ils font des congrès en anglais. Hein. Et je pense que beaucoup de gens dans la communauté sceptique, dès que c'est en anglais, ils ne sont pas là, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Oui, parce que visiblement, là, il y a une demande. Puisqu'en gros, il a arrêté de vendre des tickets à 1500. Donc, parce que c'était la limite pour les salles, pour garantir, voilà. Comme je dis, quand le grand auditorium, il était full tout le temps. Donc, ouais, donc, enfin, vraiment, on a tous été impressionnés à quel point la communauté a explosé à un moment donné. Enfin, ces dernières années, c'est fou. Parce et alors, c'est marrant parce qu'on a tous les conflits sur Twitter, enfin les attaques sur Twitter de la zététique ou les critiques dans la presse, etc. Mais évidemment, quand tu vois ce genre d'événement, ça donne tout à fait un autre éclairage sur l'état de la communauté. C'est pas du tout... dans la presse ou sur Twitter, on nous affirme qu'il y a une communauté fracturée, etc. Mais en réalité, là, ici, au REC, tu avais justement les fans de base, les zététiciens de base qui regardent les différents créateurs de contenu et qui veulent juste venir et rencontrer une de leurs stars, entre guillemets, et avoir un autographe ou prendre un selfie, chatter. Voilà, il y en a qui m'ont parlé de leur expérience chrétienne parce qu'ils étaient fans du bouquin de Zach et Zoé sur la mythologie chrétienne. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Et on était loin de tous ces tiraillements qu'on peut avoir dans la communauté virtuelle, je peux dire. Oui, c'est clair. C'est toujours la même question. C'est quand on parle de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que finalement, sur les réseaux sociaux ou quand on communique avec les sceptiques, en fait, on n'est pas vraiment en contact avec la communauté. On est en contact avec une toute petite partie de la communauté qui communique avec les créateurs de contenu. Ou qui est actif parce qu'ils mettent des choses en avant, soit des valeurs, ou alors qui créent parfois eux-mêmes du contenu. Mais la majorité des gens qui viennent aux conférences ou qui sont dans le public, c'est des gens qu'on n'entend pas, qui ne participent jamais aux débats, aux critiques, voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer ce que c'est la communauté, mais donc moi, je me dis souvent, il y a un peu plusieurs parties de cette communauté. Il y a les créateurs de contenu au sens large. Il y a tous les gens qui sont dans les assos, donc entre guillemets les sceptiques vétérans, donc c'est-à-dire ceux qui connaissent bien le mouvement, qui produisent des trucs, etc. Et après, il y a toute une communauté de personnes qui sont du public, mais qui font pas autre chose qu'être dans le public. Et puis, il y a aussi des gens qui sont très investis au niveau militant et qu'on entend tout le temps, et qui sont une petite minorité, en fait, quelles que soient les idées qu'ils défendent, d'ailleurs. Et c'est toutes des communautés un peu différentes, en fait. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on peut vite avoir l'impression qu'il y a des... voilà, je reviens un peu sur le billet que j'avais écrit, la scission dans le mouvement sceptique. Si tu te bases que sur les gens qui vocalisent leur avis sur les réseaux, clairement, il y a une scission. Mais en fait, ces gens sont tellement minoritaires que si on prend l'ensemble du public, la majorité des gens dans le public, ils sont pas du tout là-dedans. Ils regardent les contenus qui leur plaisent, il y a des contenus qu'ils regardent pas, et puis voilà. Pour eux, il n'y a pas vraiment de scission particulière, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très large, cette communauté, quoi. Ouais, c'est clair. De ce côté-là, ça m'a fait du bien dans le sens où justement d'être en contact. Et je crois que c'était vrai pour beaucoup de gens qui étaient là, d'être en contact avec, d'une certaine façon, ce qui me semble être moi la vraie communauté. J'ai envie de dire, la vraie communauté, c'est les gens qui suivent qui sont fans de tous les contenus qu'on crée et qui voilà. Et c'est vrai que là, en fait, donc il s'appelle Willy. Ça, il faut quand même dire. Évidemment, son nom de famille m'échappe, mais enfin, oui, il faut qu'on mette plus en avance le gars qui a organisé ça. C'est le papa donc de celui qui fait Z-Up, la chaîne avec un enfant qui
zététique, et donc il s'appelle Willy. En fait, je connais pas son nom de famille, je pense. Je le connais pas non plus. Moi. Oui, personne ne le connaissait en fait, mais le gars, il a fait un travail monstrueux pour organiser une foire de la zététique. T'imagines le boulot que ça représente, hein. Parce que donc, dans le hall, il y avait des tas de stands avec différentes associations de lutte contre les sectes, etc. Et en plus, quand on lui parlait, il expliquait qu'il avait encore voulu faire plus, mais qu'il n'avait pas pu faire tout ce qu'il voulait, etc. Donc, il a abattu un travail énorme, hein. C'est chouette de voir qu'il y a des gens comme ça, finalement, qu'on ne connaît pas beaucoup, dont on n'entend pas parler. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même des gens qui peuvent être très impliqués ou très motivés pour faire des trucs, même si on ne les connaît pas spécialement, en fait. Ouais, non, c'est clair. Donc là, je pense que oui, en fait, directement, il est devenu quelqu'un d'important dans la communauté sceptique, comme ça, d'un coup. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais. Par contre, mais c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on mentionne la personne qui avait organisé ça, vu le travail formidable qu'il avait fait. Mais je ne sais plus de quoi on parlait avant ça. On parlait du fait de la communauté, qu'il y avait beaucoup de gens qui se contentaient de regarder les contenus. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disaient je suis votre podcast depuis des années, mais je ne commente jamais. Et donc, on voit tous les gens qui sont un peu invisibles, qui étaient là. Hein. C'est vrai que parce que pour eux, c'est plus intéressant de venir rencontrer les gens en physique. Hein. Mais c'est plus sympa. Mais t'as beaucoup de gens qui n'aiment pas intervenir sur Internet aussi, tout simplement. Hein. Donc, ils vont jamais commenter en dessous d'un post ou ils n'aiment pas ça, quoi. Ah oui, j'ai retrouvé l'idée. En fait, Willy, il a pas voulu qu'il y ait des journalistes qui soient présents là, comme c'était la première et qu'il avait peur qu'il y ait des couacs. Bon, à mes yeux, il n'y a pas eu de couacs. Hein. Après, il a beaucoup transpiré pour que tout tourne, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai pas perçu de couac en fait. Mais lui, il avait peur qu'il y ait un couac à un moment donné, et donc il n'a pas fait venir de journalistes. Mais à la prochaine, il en fera venir. Et je pense que c'est super important justement pour que des journalistes voient aussi cette communauté zététique-là, en fait. Parce que pour l'instant, tous les journalistes qui parlent de la communauté zététique, c'est les conflits sur Twitter, les machins. Parce que la seule chose à laquelle ils ont accès, c'est ils sont sur Twitter et ils voient ce qui se passe sur Twitter. Mais le problème, c'est que ce qui se passe sur Twitter n'est pas représentatif de la communauté. Enfin, ou alors, encore une fois, de quelle communauté est-ce qu'on parle ? Une toute petite communauté. Tandis que si des journalistes étaient venus là, ils auraient tenu un tout autre discours sur l'état de la communauté sceptique que ce qu'on peut lire actuellement dans les publications. Oui, parce que les journalistes ne font que refléter l'image qu'on donne sur Twitter, en gros. Et aussi les critiques qui ont été écrites dans des livres de quelques auteurs qui ne sont pas des sceptiques et qui ont sorti des bouquins un peu récemment là-dessus pour critiquer les rationalistes et tout ça. Enfin, parce que ça a bénéficié de pas mal de publicité quand même, hein, comme le bouquin de Lorenz et tout ça, là, les gardiens de la raison. Il y a plein de journalistes qui ont parlé de ça tout d'un coup parce qu'ils critiquaient les sceptiques et les rationalistes. Oui, comme ils doivent avoir, ils ont toujours l'idée qu'ils doivent être neutres et avoir les deux sons de cloche. Alors tout d'un coup, ils se retrouvent avec deux sons de cloche à présenter. Dans l'esprit des journalistes, c'est une bonne chose. En gros. Ceci dit, tout ce qu'ils mettent n'est pas. Je ne dis pas que toutes les critiques qui sont faites sont pas vraies, hein, mais non, c'est pas le cas. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que ça, quoi. Je crois que en voyant les rencontres de l'esprit critique, pour moi, on peut voir tout ce que la communauté de sceptiques fait, qui est bien, en fait. Que c'est quand même, en réalité, un énorme succès aussi. Et je dis toujours, en fait, les critiques dont font objet la zététique maintenant, elles sont aussi liées à cette explosion qu'on a pu voir au REC. C'est parce qu'elle a énormément grandi ces dernières années. Et du coup... en fait, elle est victime de son succès, entre guillemets, dans le sens où, comme la communauté zététique est beaucoup plus populaire qu'avant, elle se fait plus attaquer aussi, hein, c'est normal. Elle se fait des ennemis, en gros, où des gens décident de faire leur carrière en étant des ennemis de la zététique. Il y en a toujours eu, mais comme la zététique est plus populaire, ça devient un créneau plus porteur. C'était moins le cas il y a une dizaine d'années quand même, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, au début des réseaux sociaux, entre guillemets, la plupart des nouveaux sceptiques, ils arrivaient tous sur les mêmes endroits, en fait. Donc, ils étaient tous exposés aux idées des mêmes personnes, aux recommandations des mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est totalement éclaté. Donc,
tu vas avoir des gens qui ont découvert le scepticisme par la tronche en biais, d'autres par le groupe zététique, d'autres par encore un autre truc qui n'a rien à voir, et tous ces gens ont des idées différentes en fait. Et donc c'est vrai que ça crée ça crée des différences énormes entre les sceptiques qui avaient moins, je pense, il y a 10 ans. Voilà. Oui, le consensus dans la communauté intrasceptique était beaucoup plus grand il y a 10 ans qu'il n'est maintenant. Je pense qu'il n'y en a même plus. Aujourd'hui, moi je vois quasiment plus rien comme point commun. Pour moi, le seul point commun qu'il y a encore entre les sceptiques, c'est de s'intéresser au scepticisme. Mais sur le reste, sur les valeurs, sur les sujets, sur la manière de travailler, il n'y a presque plus rien de commun, je trouve. Il y a plein de petits groupes différents, quoi. Oui, bon, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des trucs du genre l'homéopathie, c'est pas bien. Oui. Oui, donc il y a quand même un minimum de terrain commun. Maintenant, oui, c'est ça. J'ai, par exemple, on en a déjà parlé, mais j'attends toujours le groupe de zététiciens qui défendra la psychanalyse. Hein. Je l'attends, je l'appelle de tous mes voeux. Mais je pense qu'on n'a pas encore beaucoup eu. C'est vrai. Et encore, il y a quelques personnes qui tentent de le faire sur le groupe Facebook Psychologie et c'est oui, je l'ai vu. Mais ils se font démolir à chaque fois. Je l'ai vu. Je dis, il y a des balbutiements. Il faut qu'ils créent leur page, leur propre groupe Facebook, zététique et psychanalyse, et c'est parti. Moi, mais non, mais c'est pour dire que je prends cet exemple-là parce que je le trouve toujours très parlant, dans le sens où il y a encore un consensus à l'heure actuelle que la psychanalyse, c'est pas bien. Mais je pense que c'est même un consensus qui n'existe en fait que tant qu'il n'y aura pas réellement un groupe qui apparaîtra de zététique et psychanalyse. Et où il y aura des psychanalystes qui vont se dire moi, je suis un des zététiciens, je vais avoir mon propre groupe et je vais défendre, et qui commenceront à contre-argumenter sérieusement les autres. C'est ça. Et donc, ça montre à quel point le consensus pourrait être fragile, en gros, dans la communauté. Bon, après, moi, je trouve que c'est ça, la diversité d'opinions ou la diminution du consensus intra-communauté, pour moi, c'est une bonne chose plus qu'une mauvaise chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que... Oui, c'est une bonne chose. Maintenant, ça peut rendre la communauté moins agréable aussi en fonction des idées qu'il y a dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, quand parfois, si tu es confronté à des idées qui te semblent vraiment très négatives, là, c'est pas très agréable, par exemple, quoi. Mais voilà, après, ça dépend de quelles idées on parle. Moi, si je vois des gens qui essayent de mettre des nuances pour la psychanalyse en disant « Bah oui, c'est un peu dépassé, il y a des problèmes, mais tout n'est pas acheté », moi, ça me dérange pas, quoi. Je veux dire, même si moi, je vais jamais faire la promotion de la psychanalyse, je suis pas mal à l'aise de voir ça. Il y a des nuances qu'on peut apporter, certainement. Il y a des gens qui pourraient réagir de manière épidermique à ce genre de discours, effectivement. Ah, il y en a, oui, on le voit bien, hein, on le voit bien, quoi, mais... Et c'est toujours... ça m'a toujours fait marrer, parce que c'est vrai que il y a des années, j'avais déjà une fois ou deux posté ça sur le groupe zététique. Quand tu regardes, en fait, les méta-analyses qui comparent TCC, la thérapie cognitive, qui est toujours mis en avant comme le Saint Graal, et la psychanalyse, en fait, pour beaucoup de troubles, la TCC est supérieure, oui, mais quand tu regardes les différences en termes d'efficacité, en fait, c'est des petites différences. Donc, c'est pas comme si la TCC était efficace pour 90% des gens et la psychanalyse pour 20%. C'est plutôt 10% de plus d'un côté. Et donc, ok, on critique la psychanalyse, mais c'est pas non plus... ça n'a pas non plus aucune utilité ou aucun effet, quoi. Et donc, c'est des sujets où tu te dis que les gens sont très tranchés, alors qu'en fait... ils pourraient être critiques tout en étant moins tranchés, et ça correspondrait encore bien à la réalité scientifique, en fait, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, juste, je pense que on a dérivé sur le mythique sujet des tensions dans la communauté, mais mon impression souvent, c'est que quand il y a des groupes au sein de la communauté qui ont des avis divergents sur certains sujets, quelle que soit la nature du sujet, le problème, il vient pas de la divergence d'opinion, il provient de qu'est-ce qu'est la priorité pour le groupe. Est-ce que la priorité pour le groupe, c'est de critiquer, ça reste de critiquer les pseudosciences etc. Ou est-ce que la priorité pour ce sous-groupe devient d'attaquer les autres sceptiques, en gros? Parce que, par exemple,
bah, moi, par exemple, c'est vrai que j'ai critiqué les autres sceptiques pour des certaines choses, par exemple, Henri Brock ou le prix défi, les tests de l'EZ et des choses comme ça, mais et parfois, on me dit, on me dit des trucs du genre pourquoi est-ce que tu es si anti-Brock et des choses pareilles. Et quand je regarde, on a fait quoi? Presque, on en est à plus de 400 épisodes du podcast et j'en ai fait 2 sur Brock, quoi, je crois. On en a presque jamais On en a presque jamais fait. On en parle pratiquement jamais, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, je ne vais pas m'amuser à harceler Brock en lui tweetant tous les jours des trucs. Oui, c'est ça. On va pas poster, on poste pas tous les mois un billet pour critiquer Brock, quoi. Mon Dieu, Brock continue à raconter les mêmes bêtises. Enfin, je sais pas, qu'on pourrait titrer de la même façon. Surtout qu'il raconte plus rien. Brock, il est pensionné. Ouais. Non, mais je veux dire, je prends cet exemple-là parce que c'était un sceptique que moi j'ai critiqué pour certaines choses. Et encore, il y a des trucs que Brock a fait qui sont super bien. Mais je veux dire, je crois que mon attitude n'a jamais été de je veux harceler Brock. Mon but dans la vie, c'est que Brock arrête de produire du contenu sceptique ou fasse une dépression nerveuse. Ça n'a jamais été mon objectif. On en parle pratiquement jamais. Et puis voilà. Donc c'est pour donner un exemple, parce que mon but à moi, c'est toujours le but habituel de la communauté sceptique de s'informer, d'essayer de trouver, de critiquer les pseudosciences, mais faut même pas critiquer les pseudosciences, moi je dirais ça, mais de chercher la vérité entre guillemets dans ces domaines-là, quoi. Mais le problème provient du fait que quand il y a un sous-groupe sceptique dont la priorité ça devient de critiquer un autre groupe sceptique parce qu'ils pensent que le groupe sceptique est un peu l'adversaire, quoi. Mais ça peut arriver, hein. Je veux dire, c'est ça, mais pour moi c'est plutôt ça le problème, quoi. Ouais. Bah, comme tu dis, ça arrive plus aussi avec Internet, parce que quand tu vois les gens en face à face, c'est pas la même chose. Je pense que c'est lié aussi au fait que beaucoup de gens ne se sont jamais rencontrés ou ne se rencontrent jamais. C'est des trucs toujours interposés, quoi. Mais après, c'est un truc qui est dans tous les mouvements militants, hein. Je veux dire, dans le féminisme, dans les mouvements antiracistes, il y a les mêmes... il y a les mêmes conflits, il y a les mêmes problèmes entre différents groupes. Donc en soi, il y a rien de spécifique au mouvement sceptique. C'est un problème du militantisme en général. Voilà. Et après, je pense que ce qui a magnifié ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, et on n'avait pas ça avant dans le mouvement, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont devenus des méga stars du scepticisme. Et ils ne sont pas devenus des méga stars du scepticisme parce qu'ils sont plus pertinents ou parce qu'ils font avancer le mouvement. Ils sont devenus des méga stars du scepticisme parce que simplement ils en ont fait leur métier et qu'ils font que ça. Et donc ils passent du temps à produire des contenus, à les monter correctement, etc. Ce que presque personne ne peut faire en fait. Et ça aussi, ça donne. Je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui est le. Enfin, juste, soyons honnêtes, je pense qu'il y a aussi le charisme qui intervient, hein. Il y a des personnes, peu importe enfin, ils vont mettre pour être une star de YouTube, il faut mettre le travail, faire le travail, et en plus avoir du charisme, hein. Oui, moi, effectivement, il faut du charisme aussi, ça c'est sûr. Je le vois, quoi. Je veux dire, c'est pas comme quand c'est des gens qui, c'est ça, enfin, qui sont charismatiques et donc ils ont tendance à générer des fans aussi par leur manière de se comporter, quoi. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais avant, on n'avait pas ce genre de phénomène. Avant, tu avais des associations que les gens connaissaient un peu. Il y avait des gens qui faisaient des petits podcasts, des billets de blog, machin, mais il n'y avait pas cette espèce de star system comme ça. Et donc, voilà, c'était plus... Aujourd'hui, donc, tu as plein de gens qui se retrouvent sceptiques et qui sont plus des membres de la communauté de X ou Y personnes que des gens qui fréquentent un peu toute la communauté sceptique dans son ensemble, quoi. C'est vrai que ça a changé un peu le rapport de force parce qu'on voit bien aussi dans les fans de différents youtubeurs qu'il y a des profils différents. Il y a des... Enfin, moi, j'étais souvent parfois choqué de voir dans les commentaires, en dessous de certains billets ou de certaines vidéos, t'as parfois des propos très discriminants ou très, très violents ou très méprisants. Et ça correspond un peu aux idées du youtubeur des pages sur lesquelles on est, quoi. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, on a un peu l'auditoire qui correspond à nos propres idées. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas vraiment avant, quoi. Avant, tout le monde regardait un peu, tout le monde écoutait un peu les trucs d'hygiène mentale, tout le monde lisait ce que fait le Z, tout le monde lisait un peu Richard Monvoisin, Brock,
et voilà, c'était comme tu dis, c'était plus uniforme. Mais bon, voilà, c'est comme tu dis, c'est aussi inévitable avec l'expansion du mouvement. À partir du moment où ça devient plus massif, d'office, ça s'éclate un peu. C'est un peu, voilà, c'est en soi probablement normal et inévitable, quoi. Mais soyons clairs, nous, on a les meilleurs fans de tous, de toute façon. On a les fans qu'on mérite. Mais ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, là-dessus, c'est vrai que je voulais, justement, c'est bien, tu as transitionné vers un autre sujet que je voulais te parler, parce que ce phénomène de starification, il est quand même assez important, mais ça mérite qu'on en parle plus, mais il y avait autre chose que je voulais dire avant et j'ai perdu l'idée. C'était à propos des... Ah oui, c'est ça. Le truc, c'est que l'événement, là, le REC, tu avais justement des youtubeurs très divers et variés. Hein. Ouais. Donc, il y avait la Tronche en Biais, il y avait le Chat Sceptique, il y avait Mister Sam qui était là, il y avait moi, il y avait le Débunkeur des Étoiles, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné. Il y avait, donc, il y avait des gens qui finalement attire des fans qui, comme tu dis, n'ont pas le même profil. Ouais. Mais tout d'un coup, ah oui, et puis évidemment Clément Fraise. Ouais. Fraise, ouais. Mais en même temps, tout d'un coup, on présentait un front plus uni. Et du coup, j'ai l'impression que les fans de l'un pouvaient tout d'un coup plus s'identifier aux chaînes. Ce genre d'événement peut réunifier un peu la communauté sceptique. En gros, c'est ça que j'essaie de dire, puisque ils vont aller voir la conférence du Débunker des Étoiles, et puis 5 minutes après, ils vont aller voir la Tronche en Biais, par exemple. Et du coup, ça donne plus l'impression, ah ben oui, on est tous sous une même ombrelle, et ils ont l'occasion d'entendre un autre son de cloche, et ça peut leur donner envie d'aller écouter ce que font les autres. Ça, je trouve que ce genre d'événement peut être super utile pour... Ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tu te focalises aussi sur les propos des personnes, à la limite plus que ce qu'ils produisent. Et voilà, c'est pas, même s'il y a des gens avec qui on a des gros désaccords parfois sur certaines valeurs ou au niveau politique, c'est pas pour autant qu'ils ne produisent pas du contenu qui est pertinent au niveau sceptique. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une sorte de continuité aussi à certains moments par rapport à ça, quoi. Oui, et puis comme je le disais, entre intervenants, ça peut être l'occasion de créer des liens ou d'aplanir des difficultés qui sont apparues avant, etc. Ouais. Donc ça peut être sympa. Je dis pas qu'il n'y a pas eu à certains moments. Non, mais ça a été globalement bien. Hein, mais oui, on a vu une ou deux frictions et remarques un peu déplacées. Surtout dans la nuit sceptique. Ouais, certaines, tout le monde a pu les voir de toute façon. Ouais. Oui, alors sur le problème de starification, c'est vrai que moi, j'avais jamais vécu ça. Le seul événement où j'avais été, où j'avais vu ça, c'était à la conférence de l'EXO à Berlin, où James Randi était là. Et c'est vrai que James Randi, Rebecca Watson et Chris French, bon, Chris French, pas du tout, vu que les sceptiques ne s'intéressent plus au paranormal. Ouais. Moi, en fait, j'étais excité parce qu'il y avait Chris French, mais... Je ne savais pas qui c'était, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Exactement. Et puis Rebecca Watson avait fait une conférence contre la psychoévolutionniste qui m'a mis assez mal à l'aise. Enfin bon, c'était des trucs classiques où tu ne sais pas trop quoi penser. Voilà. Sans contrepoint, sans débat, où quelqu'un défendrait la psychoévo. Alors que bon, je veux dire, moi je veux bien qu'on critique la psychoévo, mais je veux dire, Rebecca Watson, elle a un diplôme en journalisme, je suis pas sûr que ce soit la personne la plus compétente pour critiquer la psychoévo, quoi. Mais je vais me faire défoncer après maintenant. J'ai critiqué Rebecca Watson ouvertement, oh mon Dieu. Non, c'était un des trucs. En tout cas, je dis pas qu'elle a tort, mais j'étais un peu mal à l'aise. Surtout qu'elle critiquait la psychoévo sur base de titres dans des magazines, quoi. Donc, comme si le soir, je veux dire le Nouvel Observateur faisait un article sur la psychoévo et c'était ça, ces exemples de dérives de la psychoévo. Alors évidemment, oui, de mémoire, effectivement, elle avait surtout critiqué l'usage de la psychoévo dans les médias et dans le grand public plus que celui des chercheurs. Et c'est vrai que c'est très différent, quoi. Ouais, c'est ça. Directement, tu peux lui dire oui, mais ok, tu parles de la psychoévo comme si c'était. Enfin, tu critiques la psychoévo, mais ce que tu critiques, c'est le traitement dans les médias. Si tu dois commencer à prendre le traitement dans les médias de l'astronomie ou n'importe quelle autre discipline, donc la toute la psychologie dans les médias, c'est abominable. Abominable, ouais. Mais bref, on en était à James Randi, et c'est vrai que James Randi, il générait vraiment
dès qu'il était arrivé, il avait dit si quelqu'un veut prendre une photo avec moi, il peut venir. Il avait déjà 80 ans. Hein. Ouais. Il avait encore la pêche à ce moment-là. Hein, donc, ouais, il avait vraiment une adulation. Enfin, on sentait la révérence que les gens avaient pour lui. Et à la fin de son intervention, il avait eu droit à une standing ovation, alors qu'il avait répété les trucs qu'il répétait depuis des années, qu'on connaissait tous par cœur. Je me souviens que le président de l'organisation sceptique néerlandophone, il avait dit « Oh, bah, je m'ennuie, c'est les mêmes trucs qu'il redit depuis qu'on connaît tous. » Ah ouais. Mais parce que, bon, après, à 80 ans, forcément, il n'avait pas du nouveau matériel, hein, mais c'est logique. Mais... ouais, l'aspect, comment dire, culte de la personne, comme ça, m'avait fort dérangé avec James Randi. Surtout que moi, je pense qu'il y a pas mal de choses critiquables chez James Randi, mais en fait, c'est vrai qu'au REC, j'ai un peu eu la même chose. Je pense qu'il y a quand même... c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment des stars, quoi. Je ne parle pas de moi, évidemment, ici, mais il y a des personnes qui attirent... je ne dis pas qu'elles ont le statut de James Randi, mais elles ont déjà un statut où les gens sont vraiment des fans. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un truc que tu génères aussi par ton charisme et en faisant du spectacle. Je pense que voilà, c'est aussi des gens qui créent ça volontairement, je pense, en ayant une certaine attitude. Parce que James Randi, avant d'être un sceptique, c'est un showman, quoi. Donc son job, c'est de générer de l'adhésion et une sorte d'aura comme ça d'admiration chez les gens. Donc, et je pense que dans le mouvement sceptique, il y a une ou deux personnes qui font ça aussi. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, James Randi, il avait vraiment... il cabotinait, hein, comme on dit, hein, même aux conférences sceptiques, finalement. Son but, c'était pas de faire de la nuance dans ce qu'il disait, pas du tout, quoi. Son but, c'était justement de générer... Du militantisme chez les sceptiques, j'ai envie de dire, avec des propos, voilà, parfois caricaturaux. Ouais. C'est ça, avec des propos caricaturaux, ouais. Au point que, juste pour donner un exemple, parce que c'est un truc qui m'horripile toujours. En fait, c'est marrant, parce que ça reste sur le sujet de conversation qu'on est en train d'avoir, parce qu'à la nuit sceptique, après mon intervention sur le paranormal, quelqu'un est venu me demander ce que je pensais de James Randi et c'était 5h30 du matin, donc j'ai dit tout le mal que je pensais de James Randi. Et la tête qu'il m'a fait, parce que c'est absolument pas le discours consensuel qu'on entend sur James Randi dans la communauté sceptique, c'est assez marrant. Il était en état de choc en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'entendre ?» Mais juste un truc pour donner, par exemple, un des grands trucs que James Randi répète toujours, je l'ai encore vu récemment sur Twitter, répétait toujours, c'est que si un docteur en sciences croit dans l'existence du paranormal, c'est juste qu'en fait, il est naïf et incompétent, parce que les seuls vrais spécialistes du paranormal, c'est les magiciens, évidemment. Ouais. Ça va, je paraphrase, mais tu as déjà entendu James Randi dire ce genre de choses. Ouais. Mais en fait, quand on y songe 10 secondes, c'est un discours anti-scientifique à crever, quoi. C'est complètement... Donc, si tu as un doctorat en sciences, mais que tu oses penser que peut-être il y a un phénomène paranormal qui est vrai, alors c'est juste que tu es con, en fait. Parce qu'en fait, on peut être con avec un doctorat, parce que de toute façon, c'est les magiciens qui ont raison dans le débat, quoi. Et en fait, il disait ça quasiment à toutes ses interventions. Et au début, je me disais, oui, c'est logique. Mais parce qu'en fait, on part du principe a priori que le paranormal n'existe pas et donc forcément les magiciens ont raison. Enfin bref. Mais en réalité, c'est complètement anti-intellectuel de dire ça, quoi. Alors, évidemment, on est tous d'accord de dire, et même les parapsychologues, ils sont tous d'accord de dire, oui, dans une équipe de recherche sur le paranormal, il faut un magicien, un illusionniste. Mais de dire qu'en fait, les docteurs en sciences sont automatiquement disqualifiés de parler du paranormal parce qu'en réalité, ils ne sont pas compétents pour le faire. Et que la communauté sceptique entende ça. Et normalement, on est des pro-sciences, quoi. Et qu'on dise « Ah ben oui, James Randi a raison, c'est vrai, il a tout à fait raison. » Je dis « Mais enfin, normalement, c'est les scientifiques qui tranchent les questions scientifiques, pas les illusionnistes, hein, jusqu'à preuve du contraire. » j'ai toujours été... c'est fou que... C'est un truc assez choquant, oui. Ça rejoint cette idée du fait qu'il y a plein de gens qui sont dans le déni du fait qu'ils sont militants, alors qu'en fait, ce sont des postures militantes. C'est des postures qui sont anti quelque chose. Et James Randi, effectivement,
Pour moi, c'est un peu du même ordre que les gens qui sont athées et qui méprisent toute personne qui défend un peu la religion pour n'importe quelle raison, quoi. Et qui, en général, ont des très mauvais arguments, ne connaissent pas vraiment l'apologétique, ils racontent n'importe quoi. Mais c'est juste que, voilà, pour eux, Dieu, c'est de la merde. Et donc, si tu dis un truc qui va dans le sens des religions, t'es d'office un con ou un radicalisé. Et voilà. Et ils vont croire que c'est objectif, alors qu'en fait, ils sont à fond dans des postures politiques, en fait. Et James Randi, il était à fond dans des postures politiques, un peu comme les new athéistes en Amérique, qui n'arrêtent pas de clasher tous les religieux dès qu'ils peuvent, de manière très méprisante et parfois très caricaturale. C'est le même principe. Ouais, et en parapsychologie, James Randi, il n'était pas très bon, hein, je veux dire. Alors, ok, je pense que son propos, il vient aussi du fait qu'il a remarqué que les scientifiques n'étaient pas capables de voir les supercheries dans les expériences, et que donc, à ce niveau-là, avoir un illusionniste, c'était effectivement mieux, parce qu'eux arrivaient à voir les trucs et à pas se faire avoir. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont compétents sur le domaine. On voit bien que James Randi, au niveau de la parapsychologie, quand tu l'entends dans certaines émissions, il n'est pas très compétent, quoi. Il n'est pas au courant des recherches, il les lisait probablement jamais. Et voilà, alors il était bon pour trouver des trucs ou pour expliquer les choses avec des explications logiques dont on sait qu'elles existent dans d'autres exemples d'histoires de fantômes ou de phénomènes de hantise, etc. Mais au-delà de ça, il n'apportait pas grand-chose, je trouve, au niveau scientifique, quoi. Ouais, mais donc juste tout à fait d'accord. Hein. Parce qu'on s'approche tout doucement de la fin de l'émission. Non, le point que je voulais aborder avec le problème des starifications, c'est vrai que parce qu'il y avait le problème de l'elevator gate là qui s'était passé aux États-Unis. Enfin, toutes les histoires autour de Rebecca Watson qui s'était fait draguer dans un ascenseur et aussi Michael Shermer hein, qui a eu un procès qui n'a jamais abouti, hein, je pense, mais parce qu'il avait fait boire une fille dans une convention sceptique et puis il l'avait encouragée à aller vers la chambre, etc. Je pense que c'est vrai qu'il faut vraiment être vigilant parce que j'avais jamais été à une convention comme ça, en fait. Parce qu'évidemment, là, on parle des conventions comme The Amazing Meeting aux États-Unis, donc la grande convention de James Randi qui n'existe plus maintenant, qui est à Las Vegas sur plusieurs jours. Et ici, c'est vrai que c'est une convention qui est sur plusieurs jours. On est à l'hôtel et les gens font la fête. Ils vont se coucher très, très tard. Par exemple, là, il y a eu le spectacle de Clément Fraise et puis il y a eu un after. Donc, dans la jeunesse, il y a des gens qui ont été se coucher très, très, très tard. Et du coup, je comprends mieux, en fait, que ce genre de choses puisse se produire dans ce genre d'atmosphère, hein, parce qu'on on est en vacances, on est à l'hôtel. Enfin, bon. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que c'est un problème auquel il faut avoir conscience, être extrêmement vigilant, quoi, et qu'on doit être clair. Je veux dire, je parle pas de moi. Moi, j'ai 45 berges, je suis marié et je suis pas célèbre, donc je vais pas avoir des hordes de groupies qui se jettent à mes pieds. Mais pour certains créateurs de contenu qui sont extrêmement populaires, qui ont dans la vingtaine ou début de la trentaine, etc., c'est quasiment des stars du rock, les mecs, hein, à ce stade-là, quand je les voyais. Donc, voilà, on pourrait éviter les dérives d'Elvis Presley de ce côté-là, je pense. Oui, parce qu'évidemment, c'est vrai qu'avant, un peu naïvement, j'étais allé à l'Exo là, à Berlin, mais j'étais allé à l'hôtel et c'était pas l'hôtel qui était prévu par la convention, donc j'étais pas dans le mouvement. Et puis on allait à ces petits pubs, mais ces petits pubs, on discute jusqu'à 11h du soir et puis on rentre sagement se coucher à la maison. On n'est pas dans une atmosphère où ce genre de comportement pourrait se produire. Tandis que là, le REC, j'ai vraiment vu, bah oui, là on est clairement dans le cadre où tu pourras avoir des dérives de ce type-là qui se passent. Où tu as des gens extrêmement célèbres avec dans la bonne tranche d'âge, qui sont encore jeunes et qui peuvent être intéressés, voilà, qui sont pas forcément mariés, on va dire, et il y a des fans qui sont relativement jeunes, qui se disent que ça serait cool, quoi. Enfin, vous avez tous été, on connaît les histoires de matchs, des concerts de rock, hein, c'est un peu le même truc, quoi. Et du coup, je voulais quand même profiter de l'émission pour dire.
Je ne dis pas que ça s'est passé. De toute façon, j'étais pas dans la chambre des gens. J'ai pas été vérifier ce qu'ils faisaient. Mais je veux dire, pour moi, le risque était clairement là. Hein. Donc, je crois que c'est quand même important qu'on dise que, voilà, pour les créateurs de contenu qui y vont et qui ont un certain statut de star comme ça. Qu'en gros, on attend que leur comportement soit irréprochable. Je veux dire, je l'ai même envoyé un message sur le groupe des intervenants en disant exactement ça. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je veux dire, pour les prochaines conventions et de manière générale, on attend que votre comportement soit irréprochable. Je veux dire, vous ne pouvez pas y aller en vous disant je vais aller à l'after et puis je vais me trouver une fan là tard le soir, un truc. Enfin voilà. C'est vrai qu'on attend d'eux qu'ils ne reproduisent pas un elevator gate francophone. Et voilà, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que des gens comme Dawkins ou autres qui ont été pris là-dedans, ça les a poursuivis toute leur carrière, hein, et qu'on leur reproche encore aujourd'hui, et que voilà, il y en a pas mal comme ça, hein, dans ces... et des femmes qui ont fait des conférences après dans des associations sceptiques diverses américaines pour dire on se sent pas en sécurité dans les conventions sceptiques, il y a plein de remarques sexistes, il y a des gens qui ont des comportements inadéquats et parfois dangereux. Bah voilà, il y en a pas mal des conférences comme ça au niveau anglophone, hein. Non, juste pour être précis, Dawkins, il n'a jamais été accusé de rien, mais ce qui fait référence, c'est qu'il a tweeté contre ses réactions aux personnes qui se plaignaient du fait qu'elles ne se sentaient pas en sécurité dans les conférences sceptiques. Ouais, malheureusement, parce que je te reprends, parce que je sais bien que toi, tu connais super bien ça aussi comme moi, mais malheureusement, c'est un truc qui est mal connu chez les sceptiques francophones, tout ça. Alors, la plupart des gens savent. De nouveau, c'est lié à la langue, hein. Alors que ce truc-là a fait plus pour fracturer la communauté sceptique américaine que tous les débats sur la sociologie qu'on peut savoir. C'est clair. Quoi. C'est clair. Je veux dire, la carrière de Michael Shermer, une fois que... Parce que, bon, encore une fois, le procès n'a été nulle part, je pense, mais... je veux dire, ça a plus nuit à la carrière de Shermer et donc à la Skeptic Society, qui était quand même la plus grande association sceptique américaine, que tout ce qu'il a pu faire. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Toujours difficile d'évaluer les effets, les raisons de quoi. Mais, c'est l'impression. C'est vrai que c'est aussi qu'il y en a eu plusieurs d'affilée, parce qu'il y a eu Shermer. Après, il y a eu le physicien là, qui avait été invité à la Tronchambier. Comment il s'appelait encore Lawrence Krauss. Oui, voilà, Lawrence Krauss aussi, qui avait été plusieurs fois accusé. Et voilà, donc il y a eu une série comme ça de personnes qui avaient eu des comportements, ils n'ont peut-être pas été condamnés, et bon, peut-être qu'il y en a qui n'avaient rien fait, mais il y en a clairement qui avaient eu des comportements qui étaient plus que douteux, quoi. Et non, c'est clair. Ça donnait vraiment une sale image. Après... C'est aussi un truc normal dans un sens, pas normal qu'ils aient ce comportement, mais normal qu'ils aient ça chez les sceptiques, parce que les sceptiques, de nouveau, c'est des gens comme les autres, ils ont les mêmes problèmes que le reste de la société, et le sexisme ou les comportements inadéquats envers les femmes, c'est un truc qui reste encore présent dans nos sociétés, malheureusement, et donc les sceptiques ne sont pas épargnés, même s'ils ont souvent une prétention à ne pas avoir les mêmes problèmes que les autres. En fait, dans pas mal de situations, voilà, on sait bien que c'est pas le cas, quoi. Ouais. Il y avait, juste pour la liste, il y avait aussi Benjamin Radford, mais Benjamin Radford. Mais lui, il a été clairement complètement innocenté. C'est encore plus ancien, ça, oui. Ouais. Lui, il a été montré au procès que c'était la fille qui le harcelait, etc. Il avait conservé tous les emails de la fille, heureusement. Ouais. Donc méfiez-vous aussi, conservez les emails. Non, mais c'est vrai que c'est... Ah là là, c'est compliqué. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, juste pour terminer, je pense que aussi pour les intervenants, bien entendu, hein, c'est vrai dans toute la société, mais je pense que les intervenants donnent aussi le ton général, tu vois. Ouais. Donc, en fait, si des fans hommes voient que leur star masculine se comporte d'une certaine façon, ça crée une ambiance générale au sein de l'événement. Ouais. Tandis que si elles voient que la star homme se comporte d'une autre façon... c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je disais que les intervenants devraient être irréprochables de ce côté-là. Pas seulement pour elles, en fait, pas seulement pour les intervenants, mais aussi pour l'image qu'elles donnent aux gens qui les regardent. Parce que sinon, ça crée un effet boule de neige comme ça. Ça donne une caution, ça montre que c'est acceptable, quoi.
Voilà, Oui, parce que j'en ai parlé à quelques personnes à l'événement lui-même. On a observé certaines choses, on va dire. Mais les gens me disaient oui, mais c'est pas grave. Et l'elevator gate, Rebecca Watson n'avait pas de raison de râler. On a le droit de faire ce genre de choses. Juste pour dire que nous n'avons peut-être pas l'opinion consensuelle sur ces questions-là. Non, mais ça, bien sûr. Sinon, il y aurait plus ces problèmes dans la société la plupart du temps. Hein. Je veux dire, c'est toujours le même truc. Hein. C'est comme t'es au boulot et t'as des gens qui font des blagues racistes et tu leur dis bah ça ne va pas et les gens ils trouvent toujours une raison pour dire que c'est pas grave. Hein. C'est le même problème ici, quoi. C'est jamais grave. Le jour où tu te rends compte que c'est grave, tu ne le fais plus. Et donc, voilà. Enfin, voilà, j'espère que le message est passé. Ouais. Je voulais encore parler d'un dernier point par rapport à ton intervention, la deuxième, donc, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je trouve qu'elle était vraiment chouette, avec l'intervention sur la parapsychologie, où tu étais avec, si ma mémoire est bonne, Christophe Michel. Et je sais pas, il y avait quelqu'un d'autre encore, je pense. Un YouTuber, j'ai oublié son nom. Qui est pas beaucoup, un nouveau qui vient. Voilà. Et moi j'avais trouvé cette intervention vraiment très chouette parce que pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-la, mais en très résumé, aussi bien toi que Christophe Michel, vous avez un peu rappelé que il y a eu quand même souvent dans le mouvement sceptique une manière de traiter le paranormal un peu avec beaucoup d'amateurisme, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire sans lire la littérature scientifique, sans se préoccuper de ce que disaient les spécialistes. Et de nouveau, il n'y a pas que des spécialistes croyants, entre guillemets, il y a aussi des sceptiques qui publient des expériences de parapsychologie, mais ils ne sont pas très nombreux. Et voilà, on a pu reparler un peu de ce que les sceptiques ont produit par le passé, en termes d'expérience, en termes de vulgarisation, et du fait qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, quoi, et qu'il y avait un manque de sérieux, et que c'était de nouveau très paradoxal du fait que les gens mettent la méthode scientifique en avant, et qu'en même temps, ils n'aillent pas lire la littérature et ne s'appuient pas vraiment sur ce que disent les vrais scientifiques sur les questions qu'ils prétendent vulgariser. Et qu'il y avait d'ailleurs à cette intervention quelqu'un que je pense il n'y a plus personne qui connaît aujourd'hui, mais qui était active dans l'Observatoire zététique, donc Virginie Bagneux, qui est psychologue, si ma mémoire est bonne, et qui, quand Thomas Durand avait posé la question je crois que c'était un truc du genre, à votre avis, qu'est-ce que les sceptiques ont mal fait ou à quoi ils ont contribué négativement, elle avait pas l'air de voir grand-chose à dire sur le sujet, alors que ça fait des années que tous les gens qui sont un peu informés sur la parapsychologie scientifique essayent d'expliquer qu'on traitait le sujet très très mal, sans faire référence à la littérature, sans la vulgariser correctement, en racontant des informations parfois totalement fausses, donc en désinformant carrément le public, en disant notamment qu'il n'y a pas de preuves du tout, qu'il n'y a pas du tout d'effet positif montré par les études, ce qui est absolument faux, quoi, et que donc en fait on a fait un très mauvais traitement du paranormal, et Christophe Michel soutenait exactement la même chose, donc ce qui est bien parce que lui a été et est toujours membre de l'EZ, donc il était en plein dedans, et lui est tout à fait d'accord avec ça. Et voilà, donc je trouve que ça c'était... Il est d'accord avec moi, quoi, ou avec... Il est d'accord avec ses critiques, oui, tout à fait. Et toi, tu as une de tes conclusions, qui me paraissait vraiment intéressante, c'était de dire que tu pensais carrément que ça avait diminué et ça avait nui au traitement scientifique du paranormal, alors qu'on aurait dû plutôt le favoriser ou l'encourager, qu'en fait les sceptiques ça a eu l'effet inverse. Et ça c'est un truc quand même... Voilà, c'est pas rien, quoi, je trouve. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des critiques principales que font les parapsychologues. Je veux dire, James Randi est la personne qui a le plus nui à la recherche scientifique sur le paranormal, forcément, avec ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'il a envoyé dans les médias l'idée que si on faisait de la recherche et qu'on disait que c'était peut-être vrai, on était forcément un imbécile. Donc, non, c'est vrai. Oui, à l'heure actuelle, je suis totalement convaincu que c'est vrai, parce que oui, forcément, on a toujours cette idée
on est certain que ça n'existe pas. Donc, si on est certain que ça n'existe pas, il n'y a pas de raison de faire de la recherche. Enfin, c'est toujours les mêmes lieux communs qu'on entend. Hein. Et puis, c'est investir du temps dans rien, puisque de toute façon, on trouve que des résultats négatifs. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait de la recherche qui n'obtient que des résultats négatifs? Enfin, il y a tout un discours comme ça. Oui, sauf que c'est faux. Sauf que c'est bien sûr, sauf que c'est faux. Quoi. Et ce qui m'a toujours fait rire, pour les auditeurs qui sont pas au courant du débat, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des résultats positifs qu'on dit que les phénomènes paranormaux sont prouvés. Hein, mais c'est juste qu'il y a des études qui trouvent régulièrement des effets positifs qui sont pas super élevés en général, mais ils sont là. Et que du coup, on peut pas simplement dire il y a aucun effet positif dans les études parce que c'est simplement faux. Mais comme les gens ne lisent pas la littérature, en fait, ils ne le savent pas. C'est une croyance. Et comme ils sont tellement convaincus que ça n'existe pas, ben, ils ont l'impression que la recherche ne sert à rien. Alors qu'en fait, on peut tout à fait être convaincu que ça n'existe pas et en même temps jouer le jeu de la science. Parce que c'est ça, c'est aussi de défendre la démarche scientifique, c'est qu'il y a des effets positifs parfois, même si on est convaincu que ça n'existe pas, ben, il faut jouer le jeu. Ça a du sens de faire des études pour voilà, voir un peu qu'est-ce qui explique ces effets scientifiques et les investiguer, et voilà. Oui, souvent, il y a tout ce vocabulaire de tenants, hein, on ne les lit pas parce que c'est des tenants, alors forcément, si c'est des tenants, ils racontent que des bêtises par définition. Mais oui, alors moi, pendant des années, j'ai même tenu, on peut même tenir un discours moins fort que celui-là qu'on tient, même si on est d'accord, mais on pourrait dire, admettons qu'on est certain que le paranormal n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'étudier. Il y a des tas de choses qu'on peut faire en termes d'études du paranormal, même si le paranormal objectivement n'existait pas, comme par exemple étudier la psychologie de la croyance au paranormal, faire de l'anthropologie ou de la sociologie de la paranormal, faire de l'histoire du paranormal. En fait, l'idée que si le paranormal n'existait pas, il n'y aurait pas d'études scientifiques sur le sujet, c'est complètement débile. Même si on était dans ce cas de figure, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les psychologues auraient des tonnes de travail à faire. Mais malheureusement, bon, de toute façon, maintenant, c'est vrai que la communauté sceptique a joué ce rôle-là. Maintenant, c'est vrai qu'elle reflète. En fait, je ne sais pas. C'est peut-être un effet systémique, hein, mais c'est vrai que dans la communauté scientifique en général, ces idées sont retrouvées. C'est par exemple quand moi j'ai voulu faire ma thèse sur le phénomène OVNI, j'ai eu les mêmes réactions négatives. C'est pas un sujet légitime de recherche, etc. Ouais. C'est très mal vu de faire dans les milieux académiques, même non sceptiques, parce que par exemple, je parlais avec un prof de psychologie qui fait énormément de recherches. Et alors, il me disait, on sait bien que toutes les recherches sur l'existence du psy, c'est de la foutaise. Et puis alors, il me disait, l'APA, donc l'association des psychologues américains, donc la plus prestigieuse association des psychologues, vient d'éditer un manuel de psychologie anomalistique, donc l'étude de la psychologique du paranormal, des expériences inhabituelles, pardon, livre dans lequel on peut trouver une revue de la littérature qui va dire qu'il y a des résultats positifs dans ces domaines. Hein. Et il me dit, oui, mais de ça, mais de toute façon, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est les pieds qui fait ça, parce qu'ils savent que ça va se vendre. Donc, vous voyez le genre d'opinion qui était émise comme ça. Donc, mais je ne sais pas si le milieu académique, en fait, le milieu sceptique reflète ce qui se dit dans les milieux académiques qui ne connaissent pas le sujet non plus, parce que ce n'est pas leur domaine, ou alors si c'est les gens comme James Randi qui ont réussi à carrément influencer le milieu académique, il faudrait un travail de sociologie pour le déterminer, quoi. Mais c'est vrai que c'est très dommage, parce que en plus c'est bien que tu évoques la psychologie anomalistique, parce que comme les gens du coup n'essayent même pas d'aller lire ce qu'il y a dans la littérature, en fait ils passent à côté d'un truc très important, c'est qu'il y a beaucoup d'études en lien avec la parapsychologie et la psychologie anomalistique, qui ne sont pas des études qui visent à prouver qu'un phénomène existe ou pas, on s'en fout. En fait, elles étudient simplement le fonctionnement des gens, comment ces gens vivent les phénomènes, quel impact ça a sur eux, quel est le lien entre les phénomènes qu'ils ont perçus et leur personnalité ou leur vécu. En fait, c'est de la psychologie de base, quoi, qui ne dépend pas du fait qu'on croit ou pas au paranormal. Il y a des gens qui y croient, et donc on peut étudier le parcours de ces gens qui y croient, comme on étudie les gens qui sont religieux. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est religieux? Donc en fait, même si on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance pour tout ce pan-là. Et beaucoup de sceptiques ne savent même pas que ça existe, quoi. Ils croient que la parapsychologie, c'est juste essayer de tester si la télépathie, ça existe, quoi. Mais non, c'est super, beaucoup plus large que ça. Et du coup, on passe à côté de tous ces champs qui pourraient être vulgarisés par les sceptiques. Et des associations qu'il y a eu, qui est plus active aujourd'hui, mais comme le Z,
auraient très bien pu, leur focus principal c'était en théorie le paranormal, ces associations auraient très bien pu vulgariser toute cette littérature et vulgariser la psychologie anomalistique, quel est le profil de ces personnes, qu'est-ce qu'on connaît sur elles, comment elles vivent leurs croyances au paranormal. Et il n'y a rien là-dessus, c'est le néant absolu, quoi. Ce qui est vraiment une occasion manquée. Ouais, quand des gens leur ont fait la remarque, ils se sont braqués, malheureusement. Mais... Ouais. Non, c'est vrai que... Ah oui, alors, Virginie Bagneux, elle n'était pas sur la conférence paranormale et c'était sur l'autre avant. C'était sur zététique et recherche. Oui, d'ailleurs, ce qui était assez frappant, c'est que Hygiène Mentale l'a dit, que la conférence sur le paranormal, c'était la dernière à 5h du matin. C'est ce qu'on met en fin de repas quand on boit un verre de vin. Alors que c'était le thème du mouvement sceptique, quoi. C'est même drôle. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que dans le panel sur scepticisme et recherche, on essayait le sujet de discussion, c'était comment connaître le consensus dans un domaine. Et c'est vrai que directement, je pense à la parapsychologie ou à la psychologie anomalistique, qui sont deux domaines différents mais très proches. Et alors, on a commencé moi, j'ai dit, il faut lire les manuels. Et puis Virginie Bagneux a dit, il faut lire les articles qui font des revues de la littérature d'un domaine. Mais après, plus loin dans la conversation, quand on a abordé le paranormal, là, il a dit, on sait que le paranormal s'est plié, enfin, je ne sais plus quel était complètement le discours habituel des sceptiques d'il y a 10 ans, quoi. Que c'est complètement, on sait qu'il n'y a rien dans le paranormal, mais l'ironie du sort, c'est que si on prend n'importe quel manuel de parapsychologie ou de psychologie anomalistique, y compris les manuels qui sont publiés par l'APA, donc la plus grande association de psychologues américaines au monde, en fait, l'association des psychologues américains, c'est absolument pas ce qu'on trouve dans ces manuels ou dans ces articles qui font des revues de la littérature. Absolument, j'ai aucun manuel qui dit ça. Les seuls bouquins qui disent ça, c'est des bouquins qui sont pas des manuels écrits du style par Richard Wiseman ou des gens comme ça, ou par des sceptiques, mais c'est pas des manuels qui font des revues de la littérature, les revues de la littérature. Donc c'était complètement ironique qu'on dise ce qu'il fallait faire pour connaître l'état d'un domaine. C'est ça. Et, après, dans les réactions, il y a des gens qui me disent oui, mais le consensus, c'est pas que le psy existe, mais ça c'est pas ce qu'on dit non plus, hein. Enfin, tu l'as précisé tout à l'heure. Absolument. Mais ce qu'on dit, c'est que le consensus n'est pas on est certain à 100% que le paranormal n'existe pas, c'est complètement plié. Ce qu'on dit, c'est si on lit l'état réel de la littérature, je dirais il y a une controverse. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a, et c'est ce qui énerve fort les chercheurs, c'est qu'il y a une controverse entre des gens qui font de la recherche et qui disent qu'il y a des données probantes, et des gens qui sont des vulgarisateurs, qui ne font pas de recherche, qui disent qu'il n'y a pas de données probantes. C'est ça la controverse. C'est ça. Ce qui est quand même terrible pour des gens qui prétendent enseigner la pensée critique, qui se prétendent souvent objectifs et neutres en n'ayant pas conscience de leurs idées politiques, parce que ça c'est une posture politique, il n'y a pas plus militant que ça, quoi. Être dans le déni des données scientifiques et d'un côté essayer d'enseigner aux gens qu'il faut suivre la méthode scientifique et en fait toi-même tu ne la suis pas, c'est un truc quand même assez incroyable, je trouve, pour des sceptiques vétérans, et c'est très parlant sur les biais des sceptiques et leur ignorance de leur propre biais, quoi. Tout à fait. Cool, je crois qu'on a... Ouais, en fait, finalement, on avait beaucoup plus de choses à dire qu'on ne pensait sur les deux événements. Ça fait déjà plus d'1 heure, donc on va en rester là pour aujourd'hui. On a couvert vraiment beaucoup de choses. Merci d'être venu discuter avec moi, Jérémy. Avec plaisir. Allez, pour les auditeurs, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte, Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre. À bientôt. Allez, ciao.